à tout le monde. On va démarrer ce temps. C'est un format conférence retour d'expérience. Donc, on va surtout beaucoup écouter les personnes qui sont ici présentes. On va prendre quand même un temps assez long pour que vous puissiez aller creuser en détail s'il y a des éléments dont vous avez besoin. Et pour démarrer, juste en 2 mots pour qu'on vous situe, je vais vous laisser un petit temps de présentation et après on rentrera dans le détail. D'accord, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Xavier Normand, moi je suis le maire de Castanet-Tolosan depuis 2020. Castanet-Tolosan, c'est une commune moyenne de 15 000 habitants qui est dans l'agglomération de Toulouse. On n'est pas dans la métropole toulousaine puisqu'on est dans une communauté d'agglomération historique qui s'appelle le Sicoval, au sud-est de Toulouse. Voilà ce que je pouvais dire. Élu en 2020 dans le cadre d'une liste citoyenne et participative. On a déjà souvent intervenu, on est un certain nombre d'élus de Castanet, on est 5 cette fois-ci sur les rencontres. Et effectivement, travaillant avec une directrice de cabinet depuis plus de 4 ans. Donc, c'est de ça que je pourrais vous parler. Bonjour, Aurélie Brossard. Je suis directrice de cabinet de la ville de Poitiers, donc ici même, et de Grand Poitiers, puisque, j'y reviendrai, mais le cabinet de la ville de Poitiers est mutualisé avec celui de Grand Poitiers. On fait les 2 collectivités. Et donc voilà, je vous présenterai un peu le mode de fonctionnement du cabinet à Poitiers, Grand Poitiers. Merci beaucoup. Et je vais te laisser la parole, Xavier, pour que tu nous racontes ton expérience avec un cabinet. Alors, premier point important, les postes de cabinet sont des postes très particuliers qui ont un statut spécial. Et il n'y en a pas dans toutes les communes. Ça dépend des tailles de communes. Donc c'est très important et c'est pour ça que c'est assez logique finalement qu'il y ait pas mal de gens plutôt de grandes communes dans l'assistance. Les postes de cabinet font les communes de plus de 10 000 habitants. Et on a, alors nous, 15 000 habitants, on a droit à un poste de cabinet. Et quand on monte dans les strates, on peut créer plus de postes. Et ils sont des postes comme un petit peu une logique de contractuel. Et le contrat se termine, le poste est lié au mandat. Donc, notre directrice de cabinet à Castanet, son contrat de travail s'arrête à la fin du mandat municipal en 2026. Et c'est comme ça. Il y a pas c'est pas une position, c'est pas la question de savoir si c'est juste ou pas. C'est légalement et contractuellement, c'est comme ça que c'est construit. Donc, ce sont des postes qui sont considérés comme très politiques, très liés ce sont des postes en appui de l'équipe municipale élue. Et c'est important que ce soit construit comme ça. Pour autant, quand on dit un cabinet, nous, par exemple, à Castanet, on a des personnes qui sont rattachées au cabinet dans l'organisation, mais qui sont donc le service communication est rattaché au cabinet, le service démocratie participative est rattaché au cabinet. Donc, ce sont des personnes qui sont sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cabinet, mais ce ne sont pas des postes de cabinet au sens où je l'ai dit sur leur contrat, ce sont des personnes titulaires, donc, ou pas, ou contractuelles, mais dont les durées de contrat ne sont pas liées à la question du mandat. Voilà. Alors, nous, à Castanet, on est arrivé en 2020, on était relativement préparés sur un certain nombre de choses, mais quand même très, très, très novices et très peu... voilà, on est arrivé un petit peu comme des fleurs à la mairie après le 2e tour. Rappelons quand même que 2020, c'est le Covid, donc premier tour le 15 mars, puis une espèce de grand vide dans lequel... c'est quand même... se souvenir de ce moment, c'est assez impressionnant parce qu'on était dans l'effervescence d'une campagne électorale, dernière ligne droite, on n'arrêtait pas, on dormait pas beaucoup, etc. Et le 17 mars, 2 jours après le premier tour, bouf,
On peut faire la grasse mat, on n'a plus rien à faire et on s'appelle et on s'ennuie et on ne sait pas quoi faire. En plus de l'anxiété, en plus de l'incertitude, enfin bon, bref, ce grand trou d'air. Et puis finalement, on a un deuxième tour le 28 juin. Entre-temps, il y a eu la gestion municipale qui était assurée par l'ancienne équipe. Et on arrive dans une mairie, on est élu, moi je suis élu maire au premier conseil municipal du 4 juillet. Et là, on ne sait pas du tout comment on va s'organiser. Les services municipaux sont épuisés par le confinement, etc. Machin. On a du mal à... Bon, et du coup, voilà, on va commencer à prendre nos repères doucement. Alors, nous, à Castanet, il y avait une directrice de cabinet qui était très très proche du maire, qui dirigeait la police municipale également, qui avait un poste très dans la confidence du maire tout le temps et la garde rapprochée, etc. Et puis, du coup, moi je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette personne ? Et en fait, on me dit, non, mais tout est réglé, c'est un poste de cabinet, donc son contrat vient de se terminer. Donc très bien, elle disparaît du jeu, alors, sauf qu'en l'occurrence, c'était une fonctionnaire titulaire de la mairie. Donc, au lieu de disparaître, elle retournait à son poste de base, qui n'existait plus. Donc, en fait, voilà, c'est la première personne qu'on a eue dans l'organisation qui était dans un placard de fait, parce qu'elle n'avait pas de mission. Bon, enfin, c'était pas très grave, et on a géré cette situation. Et donc, on s'est posé la question, du coup, on a droit à un poste de cabinet, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va recréer cette chose-là. Alors moi, entre-temps, comme je suis encarté dans le parti des écologistes, j'avais reçu aussi quelques sollicitations de copains de parti qui m'avaient dit « Tiens, t'es maire, maintenant, t'as pas besoin d'un DIRCAB ». Et les DIRCAB, classiquement, dans un certain univers des partis, pas seulement, ça se recrute parmi ses copains, et puis voilà, c'est la personne de confiance. C'est facile, c'est un poste qu'on peut créer, c'est un poste, oui, qu'on peut créer. Il n'y a pas de conditions particulières, on peut prendre quelqu'un de tout profil. Donc c'est vrai que c'est une aubaine dans un certain nombre d'organisations politiques de rejoindre une commune parce que tiens, il y a un cabinet, il y a des personnes, des DIRCAB de listes qui ont été battues ici, qui se mettent sur le marché en disant tiens, moi je veux bien et puis je te promets, j'arrive avec plein d'expérience, donc ça va vous aider à démarrer le mandat. Je ne dis pas que c'est inutile ni stupide, mais c'est franchement pas le choix qu'on a fait. Et dans le cadre logique d'une liste citoyenne et participative, nous on a dit on va faire un recrutement de DIRCAB de manière vraiment, vraiment collective. Donc on a pris le temps de construire une fiche de poste. Alors on est une majorité à 25 élus sur 33 dans le conseil municipal. Et on a fait un choix que les 25 élus ont tous et toutes des délégations et on est organisé en binôme-trinôme pour gérer les différentes compétences municipales. Donc on a une équipe, un exécutif municipal à 25, ce qui est beaucoup, ce qui déboussolait les services tout de suite là, en disant « Oula, mais comment vous fonctionnez, on n'y comprend rien ». Et on disait nous non plus, on n'y comprend rien, mais juste on a envie de... On a envie de faire, on a envie de bien faire, donc on va essayer de se mettre d'accord et de construire ensemble. On a été beaucoup dans le co-apprentissage avec l'administration. Donc on a fait cette fiche de poste à 25. Dans une réunion de cohésion, on a commencé à placer des choses, puis 2-3 personnes ont commencé à rédiger, puis on a fait valider ça, et on a une fiche de poste qu'on avait entièrement validée ensemble. Le principe de cette fiche de poste, c'était de dire le directeur ou directrice de cabinet sera quelqu'un qui va nous aider à la coordination de l'équipe, des élus. Ce ne sera pas le cabinet du maire, ce sera le cabinet des élus. Faire également aider à l'interface entre les élus et l'administration et les services. Donc on l'avait vraiment construit comme ça. Et je sais que des personnes m'ont demandé cette fiche de poste et je l'ai déjà diffusée à un certain nombre de gens. Je cherchais tout à l'heure si je l'avais sous la main en informatique, je ne l'ai pas retrouvée. Mais bon, on peut sur demande, je peux fournir la fiche de poste qu'on avait construite patiemment.
Et par ailleurs, on a donc lancé un recrutement ouvert. On a même pas mal, on l'a relayé sur LinkedIn, etc. Voilà. On a eu, je pense, une trentaine de candidatures. Et on a fait un jury d'élus. On était 9 élus dans le jury, toutes les personnes qui avaient assez de disponibilité et envie d'être dans ce choix. Donc 9 sur 25, c'est déjà... Il y avait un vrai enjeu là-dessus. On a fait 2 tours d'entretien. Je vous passe les entretiens classiques. Et puis finalement, on avait 2 finalistes. Et à l'époque, donc on a fait plancher les finalistes dans une réunion de cohésion. Ah oui, c'est vrai qu'on faisait les réunions en visio parce qu'en fonction c'est vrai que même après juillet 2020, il y a eu encore des confinements ou des demi-confinements ou des moments où on n'avait plus le droit de faire des réunions. Enfin bon, donc ça a été comme ça. Donc je me rappelle de ce truc-là. On a fait une réunion en visio où les 2 finalistes se sont présentés, ont répondu à toutes les questions, etc. Donc tous les élus de la majorité ont même eu la possibilité de donner un avis sur les 2 finalistes. Et on a choisi à l'unanimité de toute l'équipe une personne, Mathilde Soulier, qui est donc notre directrice de cabinet depuis janvier 2021. Et c'est une ressource, c'est une perle rare, c'est une personne qui a énormément de qualité, mais en plus c'est effectivement un dispositif qui est très 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 intéressant pour nous. C'est un facteur de cohésion, c'est un facteur de circulation de l'information, etc. Je vais en dire un petit peu plus. Son profil, pour vous dire simplement, c'est quelqu'un qui a un master en sociologie appliquée, qui a travaillé en collectivité comme chargé de mission sur la participation citoyenne, organisation d'assemblées, choses comme ça, et rien de plus. Entre guillemets, c'est déjà beaucoup, mais surtout qui nous a convaincus. Alors quand on l'a recrutée, elle avait 35 ans. Et un peu moins, non 33, et qui nous a convaincus, voilà, que effectivement, il y avait un fit avec notre dynamique, et qu'elle avait les qualités de savoir-être nécessaires pour apprendre avec nous et grandir avec nous. Voilà. On ne s'est pas trompé. On aurait pu. Ça a été une vraie réussite. On ne s'est pas trompé. Ensuite, on a vraiment construit quelque chose ensemble. Alors, son rôle, elle a un rôle vraiment vis-à-vis de l'ensemble des élus. Elle peut être un peu la confidente, elle peut être un peu la nounou, elle peut être un peu le bureau des pleurs à certains moments, mais elle va aussi prendre la température, prendre la météo en permanence. Donc en permanence, elle a une vision de comment chacune et chacun se sent dans le collectif, vis-à-vis de ci, de ça. Et donc, s'il y a des débuts de conflit, des frustrations, des choses, des machins, elle va très très vite le savoir. Donc ça permet de faire une régulation très importante. On fait des réunions, on fait des points, le maire, elle et moi, avec chaque binôme, trinôme, donc on est 10 binômes, trinômes d'élus. On fait un point chaque mois et demi. Et là, c'est parole libre, on fait le point sur... on en est où, c'est quoi les dossiers, c'est quoi les relations avec les agents, etc. Donc c'est beaucoup de relationnel simple, pas d'agenda très précis. Voilà. Elle participe à la réunion de cohésion de la majorité toutes les semaines. Alors ça, nous on a conservé on l'avait pendant la campagne, et on a continué, et ça fait 5 ans qu'on continue à ce rythme-là. Tous les mercredis soirs, on a une réunion de cohésion de la majorité. Viennent les personnes qui peuvent et qui ont envie parmi les élus. Donc on est 25 élus, on n'est jamais 25, on est, certaines fois on est 9, 10, et puis on est entre 10 et 15. Et le principe de cette réunion, c'est que l'ordre du jour se construit dans les 3 jours précédents, tous les sujets peuvent arriver, c'est très peu structuré. Mais c'est qu'il y a quand même quelques éléments de structure. Il y a toujours un animateur qui est différent. L'animation est tournante.
le compte-rendu est tournant. Il y a un compte-rendu de cette réunion systématiquement, voilà, de manière à ce que les personnes qui n'étaient pas là puissent s'en informer. Donc voilà, elle participe à cette réunion, elle participe un peu à la construction de l'ordre du jour à certains moments, et dire tiens, ça serait bien de faire venir à la réunion de Majo des agents, une personne qui va nous présenter tel projet ou choses comme ça. Donc, mais ça, c'est pas du tout, c'est à son appréciation. Voilà. Elle travaille et alors, elle travaille énormément. Elle fait partie du collectif de direction. Donc, on a une organisation dans les services, 300 agents, une DGS, 3 DGA, et donc un collectif de direction dans lequel il y a ces DGS et 3 DGA et la directrice de cabinet. Et ils passent beaucoup de temps ensemble pour faire il y a énormément d'enjeux de transversalité et énormément d'enjeux d'appropriation par les services de l'ensemble des projets qui sont portés par la municipalité. En fait, il y a tout projet a forcément un pilote parmi le collectif de direction. Voilà. Mais à chaque fois qu'il y a un pilote, il y a forcément les 2 autres DGA sont aussi dans la boucle parce qu'il n'y a aucun projet qui n'aurait pas une nécessité de transversalité. Les DGA, c'est service technique, cadre de vie, urbanisme. Assez classique, hein. Et puis alors moi j'appelle ça la vie des gens, mais ça va pas, c'est pas comme ça que ça s'appelle, c'est sport, éducation sociale, voilà, je me rappelle jamais, il y en a beaucoup. Et puis le 3e DGA, c'est ressources, donc c'est finances, juridiques, ressources humaines, informatique, voilà. Donc c'est cette triangulation très, très classique. Donc n'importe quel projet, en général, il est triple parce qu'il faut des ressources pour le mettre en œuvre. Il y a une dimension technique forcément quelque part et il y a une dimension usage. Voilà. Donc très très souvent, bon. Mais pour autant, on donne quand même, il y a toujours un pilote pour un projet donné et c'est très important. Je vais peut-être m'arrêter assez vite, mais simplement, ce que je vous raconte là, c'est ce qui s'est mis en place progressivement au cours du mandat. On a mis 2 ans, 3 ans, à peu près 3 ans, à construire progressivement cette organisation, qui fait qu'aujourd'hui, je suis en capacité de dire, voilà, il y a une bonne maîtrise par rapport à toute cette mécanique, collectif de direction, articulation, cabinet, DGS, etc. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et en fait, cette cohérence, elle s'est construite progressivement. C'est pour ça que je parle vraiment beaucoup de ce processus de co-apprentissage. Les élus on s'est aussi structuré. Je pense que la vie des élus est plus calme aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 2 ans, 3 ans. C'était beaucoup plus l'effervescence, mais il y avait beaucoup plus de crispation aussi et de choses sur lesquelles on ne se comprenait pas. Il fallait faire de la régulation parce que ça, voilà, il y avait des formes de concurrence et choses comme ça, mais il y a aussi pas mal d'effervescence. Et il y avait des besoins de structure. Je citerai quand même à titre d'anecdote le fait que souvent les élus, il y a un sentiment d'insatisfaction. On ne fait pas assez, on est toujours ah oui mais ça on n'y arrive pas, ça prend trop de temps, etc. Donc les élus, en tout cas chez nous, sont des éternels insatisfaits et en fait heureusement et les services, notre DGS, elle a fait 2 fois de suite, et ça a marqué les esprits. En juillet, elle a envoyé un long mail en disant voilà, si je regarde dans le rétroviseur tout ce qu'on a fait depuis l'année dernière, et donc tac, 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 et donc réjouissons-nous ensemble des accomplissements communs, quoi. Waouh! Et effectivement, la première fois qu'elle a fait ça, elle l'a fait un peu en lien avec notre directrice de cabinet. C'était vraiment, ça correspondait à un besoin. Comment faire qu'on rassure un peu tout le monde et qu'on célèbre, comme on dit dans les dynamiques collectives, on est content ensemble de tout ce qui a été réussi. Mais je peux vraiment vous dire que les élus, pendant longtemps, maintenant ça va mieux, mais c'était l'éternelle insatisfaction. Et donc le travail du cabinet, il est aussi là, de prendre cette
température et puis d'y répondre, de générer une réponse dans le bon sens. Et c'est vrai dans l'autre sens également, parce qu'à des moments, les agents montrent un petit peu, les élus sont trop loin, ils nous rajoutent toujours des nouveaux trucs, ils sont jamais contents, etc. Donc voilà. Et la directrice de cabinet a aussi ce rôle de dire aux élus, il faudrait être un peu plus reconnaissant vis-à-vis des agents sur ça, et puis il faudrait envoyer des messages, il faudrait passer voir il faudrait venir un peu plus dans des réunions de travail parce que vous. Voilà. Et elle a cette capacité à dire les choses. On l'a voulu comme ça et on a réussi à ce que ça fonctionne comme ça. Voilà l'expérience dans une commune de 15 000 habitants. Et je sais qu'avec mes copains maires du réseau des communes de 5, 6, 7 000, la crèche, la montagne, Mel et autres, souvent on m'a dit « Ah oui, mais toi, tu as une directrice de cabinet, donc c'est trop facile. » Alors que nous, voilà. Donc nous, c'est véritablement, dans notre histoire collective, un joker extraordinaire. On est très content d'en avoir fait ça, mais c'est vrai que c'est une ressource. Moi, je dirais vraiment, ne vous privez pas. Vraiment, misez fort sur cette ressource-là possible. Un poste de cabinet, ça peut être un levier absolument très, 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 très productif d'action collective et de cohésion de l'ensemble de la chaîne. Merci beaucoup, Xavier, pour toute cette expérience. Je vous invite à noter toutes les questions que vous aimeriez lui poser, parce qu'on ne va pas prendre un temps maintenant. On va écouter le témoignage d'Aurélie. Comme ça, vous pourrez poser des questions alternativement aux deux personnes qui ont témoigné. Et peut-être que déjà, il y aura des réponses à certaines questions dans ce témoignage. C'est à toi. Alors, pour compléter ou pour dire différemment, donc Poitiers, on est une ville plus importante en termes de nombre d'habitants. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a décidé de mutualiser le cabinet entre la ville et l'agglo, donc au moment de l'élection de la présidente de la communauté urbaine. Les témoignages qu'on va vous apporter, en fait, chaque cabinet est différent. Chaque cabinet dépend de chaque équipe, de ce que vous voulez en faire, de ce que vous voulez leur demander, du profil aussi des personnes que vous allez recruter. Et du coup, le rôle, les missions, l'utilité, ce que ça apporte, va dépendre vraiment de vous, de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez en faire. En préparant, je lisais un rapport de 2 sénateurs qui disaient justement qu'il manquait une définition du rôle des cabinets et qu'il la définissait donc comme assister, accompagner, conseiller, relayer et représenter l'autorité territoriale. Donc c'est assez global, ça correspond à ce que tu viens de présenter, mais ça va dépendre aussi de l'histoire et de ce que vous avez envie de construire collectivement entre élus et avec les agents. Pour ce qui est de Poitiers, donc pour vous raconter un peu comment on a fonctionné, et puis il y a une élue et un collègue qui sont là, donc ils pourront aussi apporter leur vision. Ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2020, la tête de liste et puis un petit groupe d'élus sont venus me solliciter parce qu'on se connaissait via des réseaux d'éducation populaire pour devenir directrice de cabinet. Donc ça, c'était en février 2020. Pour ma part, j'avais eu une expérience de DIRCAB adjointe à la région, Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine, que j'avais quittée. J'étais retournée dans le milieu associatif dont je suis issue. Et donc, ils sont venus me solliciter sur, je pense, deux critères. Le premier, c'est le partage de l'EducPop et le fait que je partageais l'idée d'un collectif, le fonctionnement en équipe, les méthodes d'éducation populaire et d'émancipation, et également que j'avais eu une expérience de cabinet donc à la région. En mars, donc premier tour, et puis de mars à juin, plus rien. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec la future maire et quelques élus sur l'après, justement. Donc on a travaillé ensemble, c'était les dimanches après-midi en visio, puisque du coup confinement.
Moi, je bossais donc toujours à côté. Et donc, on a travaillé sur le schéma futur du cabinet, l'organigramme des services, comment on allait fonctionner une fois que l'équipe serait élue, et puis inventer, en gros, le mode de fonctionnement qu'on souhaitait pour l'après. Et puis, deuxième tour arrive, 28 juin, et là, le 29, ça démarre. Ça démarre moitié encore confiné, encore en visio, avec, comme tu le disais, des agents fortement marqués par cette crise et puis tout ce qu'il a fallu mettre en place, et dans les écoles, et avec les acteurs, et avec les habitants. Et puis des élus qui avaient envie de faire plein de choses, qui avaient plein d'idées en tête, qui étaient très impatients de démarrer, d'y aller, et qui se confrontaient à la réalité de l'interne, du fonctionnement des services qui ne nous correspondait pas forcément au début. Donc on a retravaillé aussi sur l'organigramme après. Mais donc il a fallu inventer notre mode de fonctionnement. Donc on a décidé de fonctionner avec un cabinet donc mutualisé ville et agglo, au service des têtes et au service des élus. Donc on travaille pour la maire et les élus, et on travaille pour la présidente et les élus. Et donc, on a créé des postes, plus de postes. On n'a pas créé qu'un seul poste. On est 8 mutualisés ville-agglo. Donc, certains ont un contrat ville, d'autres ont un contrat agglo. Et c'est le temps de travail, en fait, qui répartit une enveloppe de remboursement entre l'une et l'autre pour les salaires. Et donc, on a 4 collaborateurs qui sont thématisés, puisque les élus sont organisés par pôle. Il y a un pôle lien social, éducation, CCAS, santé, lutte contre les discris, etc. Donc, logement social, donc, pour lequel donc, Arnaud, qui est ici, est collaborateur. Donc, il travaille avec les élus qui portent ces délégations-là. Il y a un pôle démocratie, fonctionnement institutionnel. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est participation citoyenne, budget, tranquillité publique, mémoire, etc. Donc là, il y a un collab également. Un troisième collab sur tout ce qui est transition écologique et résilience. Donc là, c'est mobilité, urbain, déchets. Qu'est-ce qu'on a encore ? Mobilité, urbain, déchets, nature en ville, espace vert, ces sujets-là. Et le dernier collab travaille sur développement rayonnement. Donc, dans développement rayonnement, on a l'économie, l'enseignement sup, l'ESS, l'emploi, la culture, le sport, etc. Donc, 4 collabs qui sont chargés de travailler avec les élus en charge des délégations et avec les services, qui font l'interface entre élus et services, qui font de la facilitation. Donc en début de mandat, ça a beaucoup été transformer le programme en feuille de route et en projet municipal. Donc chaque élu a une feuille de route qui a été coécrite, donc CAB, élu, maire, qui est signée par l'élu et la maire, qui est l'engagement donc, pour le mandat et les projets à mettre en place. Donc ça, le CAB a beaucoup travaillé là-dessus les 6 premiers mois. Travaille également avec les services pour faire du lien avec les élus, les services alertent quand il y a une difficulté, les services interpellent quand il y a un sujet sensible, un sujet politique, un problème avec un acteur, un partenaire. Enfin voilà, il y a un gros boulot avec la com et le service presse également. Écriture de discours, éléments de langage pour les élus et pour les têtes, la maire et la présidente. Gros boulot aussi de lien avec les acteurs. Donc les acteurs peuvent solliciter ou les services, ou l'élu, ou le CAB, en fonction des besoins. Donc voilà, en termes de grandes missions, beaucoup de liens avec les élus, de relationnel, parfois de la régulation, de la médiation, le fait de rassurer aussi, donner confiance, se dire là on pourrait le faire comme si, là on pourrait contourner tel problème comme ça. Donc beaucoup d'échanges qui sont pas toujours, c'est un boulot qui est pas toujours mesurable, c'est pas toujours quantifiable. C'est au bout d'un certain temps qu'on se rend compte que ça sert à quelque chose en fait.
Au début, on tâtonne déjà, on a inventé des choses puisque le cabinet avant nous ne fonctionnait pas du tout pareil et ne travaillait que pour le maire-président. Donc on a inventé quelque chose autour du collectif d'élus, mais il y a aussi du temps qui est nécessaire pour sentir l'effet de ce rôle de régulation, de facilitation, d'accélération ou de résolution de problèmes ou de conflits. Donc, je parlais des 4 collabs qui travaillent avec les élus thématiques. On a un chef de cabinet qui est chargé de l'agenda. Donc, agenda surtout de la maire et de la présidente, mais parfois aussi des élus. Les représentations extérieures, donc la sollicitation par les partenaires, les invitations qu'on reçoit, qui va là, qui va ici, soit en fonction des délégations, soit en fonction des dispos. La préparation des manifestations également, des événements. Le travail avec le protocole, j'y reviendrai parce qu'il y a une partie protocole qui est importante. Et puis 2 DIRCAB, une DIRCAB adjointe, qui, pour notre part, sommes surtout chargés de coordonner le cabinet, de préparer les instances, bureau municipal, Majo. Donc le bureau municipal se voit toutes les semaines, tous les lundis pendant 2 heures. La Majo, c'est tous les 15 jours le lundi pendant 2 heures. Le bureau communautaire, donc pour l'agglo, c'est tous les mois. La conférence des maires, tous les mois. La préparation des conseils aussi, conseils municipaux, conseils communautaires. Les relations plus institutionnelles, donc la relation avec la préfecture, avec la région, avec le département, etc. Donc tout ce qui est partenaire extérieur. Moi, j'ai pas mal de liens avec la police, avec le chef de la police aussi, quand il y a des sujets, quand il y a des accidents, quand il y a des sujets sensibles. Et puis la régulation des conflits, parfois, entre élus aussi, ou des désaccords, puisque d'être d'un CAB commun maire-présidente et élu, ça peut générer aussi donc, un rôle de régulation de désaccords, puisque parfois un élu il peut ne pas être d'accord avec la maire, ou la maire pas d'accord avec les élus. Et donc là, soit le collab, soit nous, en tant que DIRCAB, on va intervenir sur du dialogue, de l'échange, le fait de trouver une solution ou de trouver un accord commun ou de tomber d'accord sur comment résoudre un sujet ou prendre un projet. On a beaucoup travaillé les 2 premières années sur tout ça, en fait, sur le rôle de chacun, sur le rôle de chaque instance, sur le lien avec les services. Pour les services, c'était nouveau d'avoir un cabinet étoffé, d'avoir des collabs qui travaillaient avec les élus et qui intervenaient sur les politiques publiques. Donc, au début, c'était un apprentissage. Il y a une question de personnalité aussi, de savoir ne pas s'imposer. Donc, le CAB ne manage pas les services. On n'a pas de fonction hiérarchique sur aucun service. On peut avoir une relation de travail fonctionnel, mais jamais hiérarchique. Et donc, il y a une posture aussi à apprendre et à apprendre à se côtoyer, à s'apprivoiser entre élus, CAB et services. Donc, tu disais que certains services étaient fortement liés au cabinet. Donc, nous, pour notre part, quand on est arrivé, donc il y avait 4 agents au secrétariat du cabinet, secrétariat du maire, en fait, précédent. Donc, après entretien avec eux, on a décidé, l'une d'entre eux souhaitait quitter le cabinet et on a décidé de poursuivre notre route avec les 3 autres. Donc, il y a 3 agents en secrétariat, suivi de courrier, suivi des courriers des habitants, tout ça, puisqu'on le traite également. On a une agente qui traite la réception des invitations extérieures. Donc, elle, c'est une agente administrative, qui est fonctionnaire ou contractuelle, peu importe, mais voilà. On a un lien fort avec la com, donc avec le directeur de la communication surtout. On a un lien fort avec le protocole. Donc le protocole est chargé d'organiser tous les événements. Donc à la ville, c'est aussi tout ce qui est cérémonies républicaines qui sont confiées par la préfecture. Mais c'est aussi une inauguration d'une école, le coupage d'un ruban, des rencontres, l'ensemble des réunions
public aussi qu'on peut mener. Donc, on travaille avec le protocole sur les invitations, l'installation de la salle, l'habillage, je sais pas, quand c'est un gros truc aussi où on a envie de faire un temps un peu sympa. Il peut y avoir aussi des visuels, il peut y avoir voilà, des témoignages, l'invitation de partenaires, etc. Et puis, on a également des huissiers qui font fonction de chauffeurs. Donc, il y a un agent qui fait et huissier et chauffeur. Donc, huissier, c'est circulation des parapheurs dans la maison. Donc, les élus signent voilà, des parapheurs, des courriers, des notes. Voilà. Et donc, il y a un agent qui est chargé de les réceptionner de la part de l'ensemble des services et de les répartir auprès des bureaux des élus. Et puis, il fait fonction de chauffeur de temps en temps. Avant, il y avait 2 chauffeurs à temps plein. On est passé à 1 chauffeur à temps partiel, puisque et la maire et la présidente sont beaucoup plus autonomes. Mais on a besoin quand même de temps en temps d'un chauffeur, et même pour nous, pour les accompagner, voilà, ça peut être utile. Et puis, on a également des assistantes d'élus. Donc, quand on est arrivé, il y avait un fonctionnement avec des agents donc, de la collectivité qui étaient surtout secrétaires des adjoints. Donc, c'était beaucoup un adjoint, une secrétaire, ou un adjoint, 2 adjoints, une secrétaire, quoi. On est arrivé, on a changé le fonctionnement, on a modifié voilà, leur façon de travailler, puisque donc, les élus sont organisés par pôle. Et les assistantes sont également organisées par pôle. Donc, elles ne sont plus attachées à un élu, elles sont attachées à un pôle. Et elles travaillent avec plusieurs élus qui travaillent eux-mêmes avec donc plusieurs assistantes. Sur tout ce qui est administratif, agenda, prise de rendez-vous, sollicitation extérieure, en sachant que c'est quelque chose, je pense qu'on retravaillera, on va voir dans le bilan, mais pour la suite, puisqu'on a des élus qui sont quand même très autonomes, qui font beaucoup par eux-mêmes et qui donc n'ont pas forcément besoin d'une assistance administrative, ou en tout cas pas celle-ci, ou peut-être différemment. Donc on va engager le bilan et puis on verra pour la suite. Mais il y a beaucoup d'élus qui ne sollicitent pas du tout. Donc, et puis d'autres un peu plus. Ça dépend aussi des générations, hein. Mais donc on va sans doute modifier ça pour la suite. Qu'est-ce que j'oublie ? Je ne sais pas. Je demande à mes collègues peut-être, mais... Non, ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Et s'il y a des curiosités ou des oublis, fais confiance que les gens ils vont te poser des questions. On va ouvrir ce temps justement de questions. Questions ou partage d'expérience. On a la chance de ne pas être trop nombreux et nombreuses et d'avoir un vrai temps pour ça. Donc, je vais prendre vraiment une question et avec la réponse directe. On n'a pas besoin de prendre plein de questions et se disperser. Et je vais vous laisser être assez autonome dans la répartition du micro. Donc, je vais donner le micro à monsieur qui est le premier que j'ai vu lever la main. Et après, je vous demande une vigilance sur la répartition de la parole homme-femme. Voilà. Et je me permettrai de vous dire si ce n'est pas le cas. Oui, merci. Je suis désolé, je suis arrivé un tout petit peu en retard, donc je ne sais pas si vous en avez parlé au début. Moi, ma remarque et ma question, ça porte sur les relations du cabinet avec les élus d'opposition. Donc, je vais vous relater ma petite expérience en tant qu'élu d'opposition à Pamiers, la plus grande ville d'Ariège. On est obligé de le dire à chaque fois, ça fait partie de 17 000 habitants. Quand on est arrivé, donc on était nouveaux élus, aucun n'avait d'expérience, et ils ont recruté, donc la maire a recruté un chef de cabinet qui nous a reçus en tant qu'élu d'opposition et qui a une posture qui nous a un peu surprise. Il a commencé à nous dire son profil, il était ex-journaliste, il avait travaillé en tant que directeur de cabinet dans les Hautes-Pyrénées, à Carcassonne, au conseil départemental, etc. Et qui nous a dit d'emblée,
alors qu'on connaissait peu, depuis quelques minutes. De toute façon, ici, ils n'ont rien compris à la politique. Et donc, je vais les former, je vais leur expliquer la vie. Voilà. Donc nous, ça nous a un petit peu surpris qu'ils nous le disent à nous, qu'ils le pensent à la limite. Voilà, ça nous a un peu surpris. Et après, on a constaté très rapidement que effectivement, il avait une influence très importante, mais une influence à la fois politique, mais aussi sur un certain nombre de dossiers. Et en particulier, on a travaillé avec lui une ou deux fois, on est allé le voir une ou deux fois. Il nous a expliqué que lui, sa vision de la ville, c'était qu'il y avait des habitants qui n'étaient pas à la bonne place et qu'il fallait envisager un remplacement de ces habitants, que c'était un des enjeux de la ville. Donc il s'est positionné politiquement. Un peu plus tard, c'est lui, je le relatais dans un débat précédent, qui a retranscrit, puisqu'il est journaliste, dans le journal municipal, les propos d'un sociologue en rajoutant le mot race comme un facteur à prendre en compte pour l'intégration dans l'urbanisme. Voilà. Donc on a eu quelques doutes et on a rapidement coupé les ponts avec lui puisque à l'occasion d'une intervention avec des habitants d'un quartier, il a considéré qu'on lui avait mis dans profond voilà, des propos homophobes, voilà, et que donc il ne pouvait plus parler avec nous. Voilà. Donc ça nous a un petit peu surpris. Et dernier point, oui, ça va être très court après, c'est fini. Là, j'ai fini. Et après, il est intervenu dans la presse en tant que DIRCAB sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire qu'il a pris la parole auprès des journalistes pour répondre à des sujets à la place des élus. Donc voilà, c'était un petit peu avoir votre témoignage sur cette relation entre un DIRCAB et les élus d'opposition et le positionnement public. Et après, juste un petit mot personnel. Il y a des choses qui m'accrochent. Moi, je suis je suis syndicaliste, etc. Les mots de collaborateur, de tête, etc. Voilà, ça m'a un petit peu accroché au niveau. Mais ça, c'était juste une petite remarque. Du jargon professionnel. Ça m'amène à cette question de c'est quoi le pouvoir en fait d'influence du DIRCAB, et puis donc de répondre à cette question-là, et puis c'est les interactions avec les élus d'opposition, parce que vous en avez pas parlé, et je pense que c'est important de pouvoir donner un point là-dessus. En tout cas, merci pour ce récit qui montre que dans la jungle des collectivités, tout existe. Donc, voilà, non, nous les choses sont beaucoup plus sages que ça. La directrice de cabinet, elle ne prend pas la parole en son propre nom, ni rien. C'est extrêmement structuré et très respectueuse de tout ça. Ces relations avec les élus d'opposition sont très institutionnelles parce qu'en fait, ils sont très peu présents. On a des petits soucis avec une opposition très peu présente, qui ne vient pas en commission, qui vient seulement les jours de conseil, donc ils ne sont pas là. Et pour autant, de temps en temps, partent sur des interpellations virulentes ou des choses comme ça. Donc on travaille vraiment ensemble avec ma directrice de cabinet sur avoir des réponses au bon niveau. Donc c'est elle qui reçoit quand il y a des questions écrites. Notre règlement intérieur prévoit qu'on a 2 mois pour y répondre. C'est elle qui reçoit les questions écrites, qui prépare les réponses. On y travaille ensemble, etc. Enfin voilà, on fait des choses plutôt dans l'esprit d'apaiser et d'être dans le dialogue. Et parfois aussi, alors je fais le lien relation élus d'opposition, relation presse, parce que souvent, nous, c'est des sujets qui s'enveniment parce que l'opposition fait une déclaration et du coup le correspondant local de la Dépêche du Midi appelle le cabinet. Donc évidemment, voilà, le correspondant local a le 06 de la directrice de cabinet et il l'appelle s'il y a besoin d'une réaction de ci, de ça, et évidemment. Et on essaye plutôt d'apaiser les choses et de faire de la diplomatie dans ce cadre-là, d'une façon bien organisée. On a organisé en fait la relation avec l'opposition avec un café des présidents de groupe en fait, de façon régulière. C'est avant chaque conseil municipal. En fait, les présidents de groupe de la Majo ont un temps de travail ensemble avec la maire et les 2 premiers adjoints pour préparer le conseil. Et juste après, un temps d'échange où l'opposition, donc les présidents de groupe de l'opposition, donc on a commencé avec 2 groupes d'opposition et maintenant il y en a un 3e depuis quelques mois,
Donc viennent échanger avec la maire, les premiers adjoints, les présidents de groupe. Et donc j'assiste à cette rencontre plus pour prendre les commandes, c'est prendre les notes, prendre des commandes, une demande. Je sais pas, moi, l'autre fois, c'était notre collaboratrice, puisqu'ils ont une assistante qui travaille avec eux, n'a pas de table en conseil municipal. Est-ce que ce serait possible pour que le confort de travail soit plus agréable? Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Je suis en lien avec eux de temps en temps quand il y a des sujets un peu majeurs où via un coup de fil, on les informe de ce qui se passe, ou je ne sais pas, par exemple, un incendie très très important qui a lieu une nuit, centre commercial des Couronneries, par exemple, il y a 2 ans, au moment des violences urbaines. Du coup, le lendemain, j'ai passé un coup de fil à l'ensemble des présidents de groupe, notamment l'opposition, pour dire voilà où on en est. C'est plus en termes de circulation d'informations un peu majeures. Donc l'opposition à Poitiers, donc c'est quelque chose qui existait avant notre arrivée, a un assistant administratif, assistant de groupe, même si les communes de moins de 100 000 n'ont pas le droit d'avoir un assistant de groupe politique en tant que tel dans la loi, mais c'était créé avant nous. Donc ils ont un agent administratif auprès d'eux, donc qui peut me solliciter s'il le souhaite, mais les relations sont pas très régulières. Voilà. Pas de positionnement public et pas de positionnement d'intervention du cabinet. Personne, aucun membre, et moi non plus. Donc pour ma part, moi, ça changeait pas mal par rapport à la région où j'étais avant, puisqu'il pouvait arriver qu'un chargé de mission du cabinet prenne la parole sur une représentation, représente le président. Donc ça, c'est non. Donc c'est respect de la fonction d'élu. On est là pour être avec, être à côté, mais on n'est pas là pour faire à la place ou pour remplacer. Voilà, on n'est pas là pour prendre un positionnement public, quoi. Sur la notion de pouvoir, on en a. Voilà, c'est vrai. Au cabinet, on en a du pouvoir puisque, contrairement aux élus, déjà, on est à plein temps. Donc, on a du temps, on a des informations, et l'information, souvent, c'est le pouvoir. On est souvent en relation avec les services qui nous disent des trucs qu'ils n'osent pas dire aux élus, en relation avec des partenaires qui nous disent aussi des choses comme des messages à faire passer aux élus, et puis on peut décider de les faire passer ou de ne pas les faire passer. On a aussi une proximité des élus qui est importante. Donc oui, il y a du pouvoir, parfois il faut s'en servir. Donc sur certains projets, quand ça avance pas, j'appelle les services et puis j'essaie de faire en sorte que ça avance plus vite. Ou certaines orientations, on insiste sur leur sensibilité ou sur leur importance. Mais voilà, c'est une posture, une confiance, une relation à construire pour faire en sorte que le cabinet n'en abuse pas, pour faire en sorte que le cabinet ne décide pas à la place des élus. Après, le fait que les élus soient organisés de façon très collective, très collégiale, que tout le monde ait une délégation, ce serait impossible de tout faire. Ils sont 38, la Majo, on est 8. De toute façon, on ne pourrait pas tout faire, donc on ne pourrait pas verrouiller l'ensemble. Mais c'est vrai, oui, il y a du pouvoir, mais il faut savoir le doser, ne pas en abuser, et puis s'en servir ou pas. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Oui. Ça marche là, vous m'entendez? Merci en tout cas pour vos présentations. J'avais plus une question sur la nature des liens entre le cabinet, le DGS et les DGA notamment. Et comment j'avais cru comprendre que dans certaines mairies, finalement, le DGS pouvait avoir un rôle assez politique aussi, selon sa proximité avec le ou la maire. Et comment il n'y avait pas de cabinet avant vous, si j'ai bien compris, à Poitiers en tout cas. Et comment trouver sa place et prendre la place et articuler avec le DGS? Est-ce que vous avez dû changer de DGS ou pas? Voilà, un peu tout ça.
Merci. Alors, en fait, avant nous, donc il y avait un cabinet, ils étaient 2, un DIRCAB, une chef cab. Donc le DIRCAB était le bras droit du maire et la chef cab gérait l'agenda essentiellement du maire, le protocole, les événements, manifs, cérémonies, etc. Et donc il y avait un DGS et puis l'équipe de direction. Quand on est arrivé, donc on a décidé de. Donc je voulais aussi évoquer les recrutements. Donc on a décidé d'étoffer le cabinet parce que au service de l'ensemble des élus, donc nécessité d'être plus nombreux. On a recruté, je fais une parenthèse, de 3 manières, en gros, par cooptation. Donc moi je suis cooptée, par exemple. Hein, on m'a sollicité, voilà. Arnaud, qui est ici présent, c'est un peu aussi une cooptation. Il était dans la maison puisqu'il était assistant d'un groupe politique. Et puis, il lui a été proposé de rentrer au cabinet, enfin de venir au cabinet. On a aussi eu des gens qui sont arrivés par réseau. Donc, tiens, on cherche quelqu'un, tu ne connaîtrais pas. Voilà. Ou moi, je suis allée solliciter, par exemple, un ancien collègue de la région pour être chef cab. Et puis, des recrutements, donc comme vous, fiches de poste... voilà, diffusion plutôt dans les réseaux associatifs et politiques, et puis recrutement classique, quoi. Donc on a étoffé le cabinet, on est arrivé à 7 puis 8 en gros. On a changé de DGS, oui, en début de mandat, assez rapidement. Donc c'était un choix de la maire et de la présidente, donc puisqu'il est commun mutualisé. Donc, on a changé le DGS, on a pris un cabinet de recrutement. Donc, on a rencontré plusieurs personnes. Donc, c'était la maire, la présidente, l'adjoint RH et la RH qui recrutait. Et donc, moi, je les ai rencontrés aussi une fois, mais je n'intervenais pas sur le choix. Mais l'objectif, c'était que je sente un peu comment chantaient les gens, quoi. Notre DGS est arrivé, je pense, de mémoire en novembre 2020 et est parti en novembre 2022, je dirais, à peu près. Il a dû rester 2 ans. Il a géré la réorganisation des services puisqu'on a refondu tout l'organigramme pour qu'il corresponde au projet politique des élus. C'est quelqu'un qui avait un parcours à l'État, quelqu'un qui venait du ministère de la Transition écologique et qui n'a pas souhaité poursuivre, qui n'était pas habitué, on va dire, au fonctionnement d'une collectivité et qui était assez dérouté, on va dire, par le mode de fonctionnement des élus, très collectif, très collégial, avec un cabinet aussi qui intervenait beaucoup sur les décisions, sur la collaboration avec les DGA, avec les élus. Donc voilà, la mayonnaise, on va dire, n'a pas complètement prise. Il a souhaité quitter la collectivité et donc à l'issue, donc c'est une DGA qui a pris l'intérim. On a lancé un recrutement. Elle a été conservée comme DGS, mais elle n'avait pas le grade pour être DGS. Donc notre préfet précédent, qui avait pour habitude de nous attaquer au tribunal de façon très régulière, donc a attaqué le recrutement de la DGS. Donc on a été obligé de la remettre par intérim, de lancer un recrutement, et entre-temps, elle a passé le concours qu'elle a eu. Et donc, on a pu la recruter ensuite donc comme DGS avec le grade qu'il fallait bien. Juste terminé, c'est les collaborateurs et les DIRCAB travaillent de façon très régulière avec les DGA, plutôt sur le travail ensemble sur le rappel des orientations politiques des projets, l'alerte sur la sensibilité de certains axes de projet, je sais pas, les difficultés avec certains habitants ou avec certains partenaires. Donc, c'est vraiment conjoint. Enfin, c'est vraiment un travail
ensemble. Enfin, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de notion de pouvoir, je pense, maintenant, même si au début, ça a pu être compliqué pour eux de nous voir arriver, ça c'est sûr. Et en plus, on prenait un peu de pouvoir qu'ils avaient avant. Hein. Et puis les DIRCAP, plutôt avec la DGS et son adjointe, on se voit toutes les 3 semaines, plus de toute façon, la DGS rencontre et la maire et la présidente toutes les semaines. Donc, et on est présente à ce moment-là. Donc, sur le suivi des différents projets, la DGS est plus sur les projets sensibles et un peu majeurs. Et puis le lien avec les agents et les DGA plutôt dans le suivi au quotidien de l'ensemble des projets, quoi. Je rebondissais justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Comment, dans vos 2 collectivités, vous avez travaillé à cette conduite du changement qui, de ce que je pressens, est loin d'être neutre vis-à-vis des services sur l'orientation politique de l'organisation que vous avez mis en place, vous, au niveau des élus, et du coup, l'impact que ça a au niveau des services. Est-ce que le cabinet est intimement je dirais, à la manœuvre de ce truc-là vis-à-vis du lien avec les services pour organiser ce changement, et comment, de manière générale, c'est perçu par les services sur un bouleversement potentiel de l'organisation à l'arrivée d'une liste citoyenne dont on pressent que ça ne va pas être la même chose qu'avec une liste entre guillemets classique. Oui, c'est une question touffue. Alors, c'est vrai que tu as raison, le changement, il était beaucoup plus perçu dans la méthode, dans la manière de fonctionner, que forcément sur les orientations politiques. C'était voilà. Donc, bon, mais même si quand même sur l'orientation politique, nous on a renforcé très très fortement tout le volet social, par exemple. Donc on a du coup créé de l'encadrement, etc. Bon, mais c'est venu en fait à chaque fois qu'on a pu faire des recrutements. Nous, pour créer des nouveaux services ou une nouvelle échelle, voilà, ça a été beaucoup plus facile parce qu'on a la main. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de gérer l'héritage. Parce qu'effectivement, donc l'héritage, il est dans les personnes, dans les organisations et dans les têtes, dans les modes, les habitudes. Alors, dans les habitudes, il y a des choses qui sont vraiment difficiles à défaire, et ça demande un apprentissage, enfin un travail de long. Nous, par exemple, la question de l'autorité du maire, avant, le maire décidait tout seul plein de choses, mais véritablement, si le maire demandait quelque chose au directeur des services techniques ou à un chef de service, la personne s'arrêtait de faire ce qu'elle faisait, elle faisait la demande du maire, quoi. Et on a mis un petit moment avant de se rendre compte de ça, puis après à dire mais stop, quoi. Le maire que je suis, je pose une question, éventuellement je vous apporte une information, mais je veux pas que vous arrêtiez ce que vous faites et si je pose une question, c'est pas une façon détournée de vous donner un ordre, c'est une vraie question. Donc et ça c'est marrant parce que il y a encore aujourd'hui des adhérences, des vieux trucs qui ressortent. On est 5 ans après, ben non, c'est encore pas. Donc bon, il y a un vrai. C'est peut-être la partie la plus difficile dans le changement, c'est le changement des habitudes par rapport à des réflexes ou des choses comme ça. Alors, aujourd'hui, on doit avoir une dizaine de cadres, chefs de service, directeurs DGA, qui sont coachés. Nous, on a mis en place des procédures d'accompagnement. On travaille avec des coachs extérieurs pour aider c'est vraiment la relation d'aide. Moi, je suis un convaincu de ça. Je suis coach par ailleurs, j'ai une formation et donc j'ai trouvé avec ma DGS un accord. Elle trouvait aussi beaucoup de vertus dans ses façons de faire. Donc on y va sans réserve. Et c'est très clair d'ailleurs, et c'est très apprécié aussi des partenaires sociaux. En fait, quand on peut dire de manière claire, écoutez, il y a eu des petites difficultés avec tel ou tel cadre a rencontré des difficultés avec ses nouvelles missions, et du coup, nous, on a mis en place un coaching.
Donc, et c'est vrai que cette question de déconstruire certains réflexes passe aussi par ce genre de choses. Dans l'héritage plus compliqué, il y a nous, on a des bidules compliqués dans l'organisation, des choses illisibles quand on regardait, mais c'est quoi ce rôle? Pourquoi il y a 2 chefs de service qui font pratiquement la même chose, etc. Et en fait, à chaque fois, il y avait un historique qui était lié, parce que quand même, il n'y a pas de jugement de ma part ni là-dessus, mais c'est vrai que le statut de la fonction publique complique un certain nombre de choses parce qu'il crée une inertie immense, quoi. Donc les gens ont une histoire de carrière, et avec des choses qui sont complexes. Typiquement, il y a des personnes à qui on a fait une fleur dans le mandat précédent, on les a nommés à un poste qu'ils ne méritaient pas forcément, mais soit pour avoir la paix sociale, soit par favoritisme, soit par ci, par ça. Mais ça, c'est des situations catastrophiques qui vont laisser des traces de difficultés, des jalousies, des personnes qui sont incompétentes au poste qu'elles occupent, et c'est presque impossible à démontrer, puisque elles y sont, elles y étaient même avant nous. Donc, comment ça se fait? On a des choses. J'étais compétent avant, puis maintenant vous dites que je suis incompétente. Maintenant, vous n'avez jamais été compétente, mais personne ne vous l'a dit. Donc, bon, etc. Donc, on est confronté à ce genre de choses. Donc, j'ai envie de dire là-dessus. Votre DIRCAB, elle a une vraie mission par rapport à ça, l'accompagnement des agents. En fait, notre DIRCAB, elle travaille en binôme très étroit avec notre DGS. Et effectivement, elles ont des caractères différents, mais elles s'entendent très très bien et dans la complémentarité. Et chez nous, la DIRCAB permet de casser la solitude de la DGS. En fait, il y a toujours une solitude des dirigeants, il y a une solitude du maire, il y a une solitude potentiellement de la DIRCAB, et il y a une solitude du DGS. Et du coup, et c'est vraiment pensé comme ça. C'est-à-dire que quand elles ont quand il y a un sujet épineux compliqué, elles se mettent 2 heures à l'écart et elles bossent ensemble. Elles font du co-développement, quoi. Véritablement. J'amène un problème, je ne sais pas quoi faire avec ce truc. Ah bah, est-ce que tu peux m'aider? Dans le sens d'écouter mon problème et puis m'amener des pistes, des trucs et tout ça dans cette espèce de jeu de rôle. Et ça, oui, ça fonctionne très bien grâce à une relation de complémentarité, de complicité. Ok. Et Aurélie, est-ce que tu veux parler de cette... Alors, au début, en tout cas, de l'accompagnement que vous avez dû avoir auprès des agents? Alors, on n'intervient pas auprès des agents en direct, non. On est beaucoup plus en relation avec les chefs de service, directeurs, DGA, DGS, peu auprès des agents en direct. On ne fait pas de RH en plus, donc voilà. En fait, il y a eu 2 changements. Il y a eu le changement de l'organigramme, donc pour qu'il colle à notre projet politique et à la mise en œuvre des politiques, avec la création d'une mission participation citoyenne, la création d'une mission relation aux habitants, etc. Et donc ça a été porté par le DGS, mais avec des temps de validation importants de la maire et de la présidente, en fait, et de l'élu RH. Je pense que le changement le plus important qu'il y a eu aussi en début de mandat, et ça a duré 2 ans, je pense, c'est la méthode. Pour le coup, c'était... il n'y a pas que la maire qui arbitre. Et ça a été vraiment compliqué au début parce qu'une note dans une administration classique, elle fait ça, quoi. Et puis elle arrive en haut, et en haut, c'est la maire. Et en haut, c'est la maire qui doit arbitrer, qui doit signer toutes les notes, tous les courriers, tous les arbitrages. Dans la tête des services, c'était pris par la maire en début de mandat. Donc il y a eu un gros boulot pendant 2 ans, presque, de réécrire les process. Donc quel est le type d'arbitrage qui est maire? Quel est le type d'arbitrage qui est élu? Le fait que tous les élus soient en copie de toutes les notes qui les concernent pour leur délégation. Et aller et retour. Le fait que la maire, quand elle arbitre quelque chose, elle consulte les élus ou elle leur demande leur avis ou leur propre arbitrage. Donc tout ça, il a fallu vraiment écrire beaucoup de process. Les courriers également étaient concernés avec
avec des signatures qui étaient beaucoup plus réparties qu'elles ne l'étaient auparavant, quoi. Donc c'était plutôt sur la méthode le plus fort changement dans le qui décide et comment la décision se prend. Donc le fait que l'ensemble des élus de la Majo soient en bureau municipal, le fait qu'on ait des majos tous les 15 jours où on abordait des sujets politiques, où on dit en bureau municipal ah ben non, ça c'est politique, donc c'est en majo, et donc c'est sans les services. Donc qu'on distingue fortement les deux instances était une nouveauté pour le fonctionnement. Et puis le fait qu'on ait des projets transversaux, donc on a des pilotes et des co-référents, donc parmi les élus. Et ça, c'était un peu complexe aussi pour les services au début de se dire que tu portes un projet à 4 élus et que tu es 4 à décider. Et donc ça, le cabinet a beaucoup travaillé sur le lien et sur mettre de l'huile dans les rouages aussi, de faire activer des choses. Il y a des fois, il faut aller vite quand même. Hein. Donc on ne peut pas non plus passer 10 réunions à décider d'un truc. Donc, voilà, il y a aussi la circulation de l'information, mettre de l'huile dans les rouages et puis faire accélérer ou apporter l'arbitrage au service pour aller plus vite, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Michel de Saintes. J'avais, en fait, je ne voyais pas très bien la différence entre directeur de cabinet et chef de cabinet, mais vous y avez répondu. En fait, le directeur de cabinet est le bras droit du maire. Le chef de cabinet s'occupe des agendas, en gros. Par rapport au DGS et DGA, quand il y a changement de majorité, il y a souvent changement de DGS qui s'est produit à Poitiers. Je ne sais pas s'il y a... Non, c'était le même DGS. Alors nous, on a gardé notre DGS. Je m'en suis expliqué ici sur le travail avec l'administration. En fait, on a dans les tout débuts du mandat, les premières choses à faire, ça a été de décider est-ce qu'on gardait la DGS ou pas. Moi, la première rencontre que j'ai eue avec elle, elle me dit moi, je suis à vos dispositions. Si vous pensez qu'il faut changer, je m'en vais. Il n'y a pas de problème. Même si elle n'est pas sur un emploi fonctionnel, mais enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, la posture était celle-là. Et on s'est dit, on se donne quelques semaines pour faire un petit peu mieux connaissance. Et finalement, on a décidé de la garder. C'était pas évident pour certains élus en disant mais tiens c'est bizarre, on aurait dû c'est la DGS de l'ancienne équipe, ça va pas. Mais bon, il y avait une petite histoire autour de ça. D'abord elle était arrivée depuis 2 ans, donc voilà, et l'ancien maire l'avait fait venir parce que il avait le bazar dans ses services, beaucoup de conflits, etc. Et en fait c'est une personne qui avait plutôt des qualités d'organisatrice et de diplomatie et d'apaiser une administration plutôt que de porter un projet politique. Elle est juriste et très... mais avec des qualités humaines très importantes. Et puis alors, ce qui était assez amusant, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on a constaté, c'est que pendant tout le temps, en plus avec le Covid, mais même avant le Covid, en fait, nous, on était dans l'esprit des agents. Pendant toute la campagne électorale, on était les favoris. Ils pensaient qu'on allait gagner depuis Noël, quoi. Donc, quand on est arrivé le début juillet, en fait, ils nous attendaient de pied ferme, quoi. Ils avaient déjà épluché tout notre projet, ils savaient... ouais. Et puis, ils n'avaient rien dit, parce que les agents, ils n'ont rien le droit de dire. Donc, voilà. Et du coup, il y avait une telle sincérité dans écoutez, nous, on pensait que vous alliez être élus et c'est une très bonne chose et on pense que c'est une très bonne chose pour la commune et ce que vous avez posé, on a à cœur de vous aider à le mettre en place. C'était sincère et complètement voilà, et du coup ça a donné une relation qui est assez extraordinaire parce que nous n'avons pas choisi notre DGS et on s'entend super bien et c'est une rencontre voilà, donc c'est tombé comme ça, c'est les miracles de la de la vie. Je vous laisse aller au bout de votre question, vous n'aviez pas fini. Une petite poursuite. Donc le DGS chapeaute les DGA. Est-ce qu'on change des fois les DGA sans changer le DGS? Comment ça doit se passer au niveau... Enfin, ça ne doit pas être évident de trancher sur le fait d'en garder certains. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, quoi. Est-ce que Aurélie a des réponses à cette question?
Nous, on avait décidé de changer le DGS et la DIRCOM, mais on verra, on fera le bilan, est-ce qu'on a eu tort ou est-ce qu'on a eu raison. L'équipe avait décidé de ne pas agir en brutalité vis-à-vis des agents, donc de ne pas changer les DGA. C'était un choix de dire... voilà, on ne veut pas agir en brutalité et on croit qu'on peut travailler ensemble et on pense que la collaboration peut se faire. Donc il y a eu des ajustements au moment du nouvel organigramme. Il y a eu des départs depuis ou voilà, des gens qui sont partis par eux-mêmes. Mais l'équipe avait décidé de garder l'ensemble des DGA. Mais en fait, ils sont sur des postes fonctionnels, donc n'importe quelle équipe peut décider de poursuivre ou d'arrêter le poste de DGA si elle le souhaite, quoi. Allons-y. En fait, moi, j'avais deux questions, mais il y en a une première qui a déjà quand même été un peu répondue, qui tiennent surtout au fait que, en fait, au moins jusqu'à aujourd'hui, le travail d'un directeur de cabinet, c'est assez nébuleux pour moi quand même. Et aujourd'hui, moi, je viens d'une ville, alors je ne suis pas élu encore, j'aimerais bien l'être, mais qui a 12 000 habitants. Et une des questions que je me posais, c'était est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un DIRCAB ? Je veux dire, on a le droit, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et est-ce que ça ne fait pas des économies ? Bon, d'après les envieux maires, voilà, je crois comprendre quand même que la réponse c'est peut-être pas mal. Voilà, et après, plus sur le profil aussi, un peu, revenir un peu dessus, mais peut-être que la réponse n'est pas toute faite non plus, c'est que nous, c'est une liste portée par un collectif citoyen, mais qui intègre quand même des gens qui sont dans les partis. Donc aujourd'hui, on a des gens de plusieurs partis dans la liste. Et demain, si je recrute un DIRCAB, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un de politique, justement, pour pas donner plus d'importance à quelqu'un qui serait d'un parti ou d'un autre. Et du coup, si on sort de ça et d'un profil politique, je ne sais pas vers quoi ou vers qui me tourner. Moi, je dirais simplement, de notre expérience, oui, c'était un poste qui est quand même vachement intéressant. Et le réflexe pour recruter, c'est un ou une professionnelle. Donc, en fait, c'est un métier. C'est un métier dont vous pourrez définir ou ajuster les contours, mais c'est un métier de faire tout ce que Aurélie a cité, d'articuler, d'aider, d'accompagner, etc., etc. Tout ça, derrière ça, il y a des vrais savoir-faire professionnels. Et donc, en tout cas, en le prenant comme ça et en faisant un recrutement sur des critères de compétences, et dans compétences, il y a savoir-faire, savoir-être, il y a une question d'attitude, etc. Beaucoup plus que sur des questions de valeurs. On peut avoir plein de valeurs, on peut être, mais ne pas avoir les compétences. À ce moment-là, on peut faire un très bon élu. Il y a des élus assez incompétents, mais qui sont précieux, parce que c'est les reflets de la société. Mais pour moi, un directeur de cabinet, c'est un professionnel. Et c'est vachement agréable de pouvoir se reposer à plein de moments quand ça commence à flotter de partout sur cette professionnalité, quoi. Moi, je suis très, très clair là-dessus. Comme vous le disiez, ça peut faire des économies que de ne pas avoir de cabinet. Ça, c'est sûr. C'est possible de s'en passer. Mais si on veut fonctionner de façon collective, pour moi, c'est un atout. C'est quelqu'un qui va faire le lien. Alors, en effet, Poitiers fait plus de 12 000 habitants, mais la maire, elle ne peut pas tout, quoi. En termes d'animation du collectif, en termes d'échanges entre élus. Voilà, il y a une nécessité de faire ce lien, et si on veut uniquement travailler de façon verticale, oui, ça peut coller, mais si on veut travailler de façon horizontale, transversale, collective, à mon sens, c'est dommage de s'en priver. En sachant qu'on n'est pas obligé de l'avoir tout le temps. On peut aussi se dire, on recrute quelqu'un pendant 2 ans, on se met d'accord, on recrute quelqu'un
au début, le temps de la mise en route, par exemple. Ça peut aussi être ça. On peut aussi en changer. Donc, vous parliez de comment on fait le choix. Alors, il y a les compétences, mais pour moi, l'adhésion au projet, elle est quand même très, très forte. Pour moi, c'est un engagement fort, au-delà d'un métier. Et on y passe plus de temps que dans un métier. Donc, c'est important d'y adhérer. Mais ça peut aussi s'arrêter, la collaboration. Enfin, si à un moment donné... alors nous, on a beaucoup de chance à Poitiers. On a commencé à 7, 8 et on est resté quasi toujours les mêmes. Il n'y a qu'une personne qui a changé pendant l'ensemble du mandat. Et c'est une chance parce que du coup, on a pu parcourir le mandat tous ensemble au cabinet et travailler avec les élus sur l'ensemble du mandat. Mais si la collaboration ne marche pas, ça s'arrête assez facilement. Hein. Donc voilà, ça peut aussi se tester et s'arrêter ou changer de profil en cours de route. Et puis par rapport au parti, en effet, je pense que le fait que le DIRCAB ne soit pas encarté sur une liste citoyenne, c'est important. Je vais prendre une dernière question qui était... il y aura possibilité de se parler après. Je ne sais pas si vous êtes pressé de partir, mais vous pouvez vraiment solliciter après les intervenantes. Oui, moi, vous allez peut-être vous poser la question pourquoi je suis là, parce que je suis d'une commune où on est à 4300 habitants, donc évidemment un cabinet, c'est pas envisageable. Mais par contre, par rapport à toutes les missions qui ont été décrites, par rapport à aussi l'accompagnement de ce changement, parce que ça c'est une des craintes qu'on peut avoir quand on pose une candidature avec ce type de liste et ce type de méthode, et qu'on est sur un milieu rural où les gens sont quand même bien ancrés avec des représentations au niveau des agents, au niveau même des habitants sur le fonctionnement d'une mairie. Remettre tout ça en question, c'est compliqué. Et je me dis qu'effectivement, une personne qui a pas de pouvoir hiérarchique sur les agents, mais qui a une espèce de recul qui peut alerter sur les difficultés à certains changements, sur ce qui frotte, sur ce qui conne, voilà, peut-être aussi des explications, etc. Mais alors, qui peut le faire, ça, quand on n'a pas de directeur de cabinet? Alors, justement, c'est une bonne question, parce que je me souviens d'avoir échangé avec des membres d'autres communes et qui n'ont pas de directeur de cabinet, enfin pas de cabinet. Et une des possibilités, c'est de désigner dans l'équipe d'élus. Ça, il y a des élus qui peuvent avoir la délégation de la gouvernance, la délégation de la cohésion de l'équipe d'élus, la délégation de la relation avec l'administration, la relation avec les partenaires. Donc en fait, dans les délégations d'élus, on peut faire plein de choses, on peut être très créatif et en fonction et des envies et des besoins et des profils de chacun, éventuellement trouver des pistes de ce genre. Je pense que tu en connais. Oui, mais du coup, ça reste un élu. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est Oui. le fait qu'on ait une personne dédiée à ça qui est extérieure à la fois, Vous qui n'est pas pouvez élue. faire appel à des personnes extérieures aussi, mais la problématique du coût, elle est toujours présente. Il y a des bénévoles qui ont envie de faire ça aussi, mais c'est quand même une particularité et une profession qui fait que il y a de la montée en compétences. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent soutenir aussi à cet endroit-là. Après, il peut y avoir une piste aussi à Poitiers avant 2020. On s'était posé la question de créer un conseil des sages, soit avec des colistiers qui n'ont pas été élus, soit avec des militants de Poitiers Collectif, en choisissant des profils un peu consulting, coach, des profils un peu experts, qui soient à côté, mais qui ne soient pas dedans, qui aient un rôle d'alerte, de veille, de gestion de conflits, de médiation. Ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas si l'équipe se posera la question pour après, mais ça peut être une piste. Merci beaucoup. Pour conclure, moi j'ai une dernière question. On parle de liste citoyenne et participative. Dans participative, il y a les habitants. C'est quoi la relation du DIRCAB avec les habitants? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous êtes plutôt à distance?
Nous, il y a 2 dimensions. La participation citoyenne, donc finalement, on a recruté une chargée de mission qui a été placée sous la directrice de cabinet. Donc c'est la démocratie participative est dans le cabinet. Donc toutes les instances et la politique de démocratie participative qu'on a mis en place, elle est plutôt gérée par le CAB. Et puis la deuxième dimension, c'est tout ce qui est relations citoyennes, au sens plutôt, et notamment, tu en as parlé un petit peu, les courriers, toutes les interpellations, tous les courriers reçus au cabinet, et comment est-ce qu'on répond à la population. Alors, nous, c'est aussi chapeauté par le cabinet. On n'est encore pas réussi, c'est un des tout derniers chantiers qu'on a dans la toute dernière ligne droite du mandat, c'est d'essayer d'être un petit peu meilleur sur ce sujet, parce qu'on a, pour des questions un peu de personnes, de turnover dans le secrétariat du cabinet et autres, on patauge là-dessus depuis. Donc on sait qu'on n'est pas très bon, mais c'est une dimension qui est aussi en fait, idéalement, on aimerait bien pouvoir avoir une personne du cabinet qui puisse appeler au téléphone les personnes qui nous ont interpellés sur ci ou sur ça, parce que c'est finalement la manière d'être beaucoup plus humain et beaucoup plus simple, et en plus ça prend moins de temps que de commencer à écrire des courriers d'une page et demie dans lequel il y a plein de détails et dont on ne sait pas trop comment les personnes les lisent et qui demandent des chaînes de validation. Voilà. Donc je crois plus à une espèce de chose plus dans la relation directe, en tout cas à l'échelle de notre commune, mais ça demande des compétences relationnelles qui ne sont pas toujours dans les profils de poste des assistantes. Donc voilà, nous, on est encore, 5 ans après, on est encore à se poser un peu des questions sur comment bien répondre à ce besoin, qui est un besoin de relations simples avec l'administration municipale, mais qui est inabouti à ce jour. Donc l'ensemble du cabinet est en lien avec les acteurs, donc les collabs par thématique en fait. On a mis en place des réunions publiques aussi. Pour le coup, on participe à la réunion publique, donc on peut être en lien avec des habitants à un moment qui interpellent sur un sujet ou qui sollicitent un élu ou la maire. On accompagne aussi les élus en déplacement ou en représentation. Et du coup, c'est souvent à ces occasions-là, enfin surtout la maire, hein, on revient le lundi matin du week-end avec la liste de courses. Un tel, il veut qu'on coupe l'arbre. Un tel, il trouve que c'est pas assez tondu. Un tel, enfin, c'est les listes de courses. Enfin, la maire est très sollicitée, plus que les élus sur ce genre de choses. En direct, donc avec des demandes qu'on traite le lundi matin ou en rentrant. Donc ça, c'est pour l'ensemble du cabinet. On a des sollicitations aussi de demandes de rendez-vous auprès des élus et de la maire. Donc on peut être en lien avec les habitants par ce biais-là. Et puis par le courrier également, où moi j'ai un suivi du courrier des habitants. On va essayer, mais je ne sais pas si on y arrivera, mais de tenir une réponse au bout d'1 mois et demi. Donc on essaie de répondre à tous les courriers des habitants. On a mis en place un nouveau logiciel pour suivre le retour et les réponses aux courriers. On a également un collègue au cabinet administratif qui est là pour faire du lien, appeler les gens sur les sujets de déchets, sur les sujets de voirie, sur tout ça. Donc via les courriers, on a un contact assez. Enfin, moi, j'adore faire le courrier, hein, mais je trouve que c'est une super température en fait. On a tous les sujets du moment qui sont dans le courrier à la maire, quoi. Enfin, c'est vraiment un thermomètre des demandes des habitants, de leurs questions, de leurs préoccupations. Après, voilà, le lien aux habitants, il est irrégulier, ça dépend des moments, quoi. Merci beaucoup. Et pour conclure, si vous aviez juste un mot, un conseil à donner aux personnes qui sont en train
de monter des listes qui sont sur le terrain et qui se posent toutes ces questions, ce serait quoi? Oui, la question d'un CAB. Du recrutement, j'en sais rien. Qu'est-ce qui serait là le plus important à se poser comme question dans cette phase de campagne? Parlez-en entre vous, c'est-à-dire effectivement aborder la question au niveau du collectif de comment vous abordez la question du cabinet. C'est toujours intéressant parce qu'une fois les élections passées, ça va aller très vite. Donc voilà, avoir un choix. Et moi, je trouve intéressant quand même la diversité de. Voilà, vous pouvez très bien. Et je pense que nous, on aurait pu le faire si on avait eu un profil spontanément. On se soit dit, tiens, ça c'est un tel ou une telle qui serait super comme DIRCAB et on est d'accord au niveau du collectif et on aurait pu l'approcher avant les élections et commencer à travailler, à se mettre d'accord. C'est peut-être ce qui se fera l'an prochain. Pour autant, on peut aussi, quand on ne l'a pas fait, on peut le faire après. Donc là, vous avez la preuve que tout est possible. Mais il faut éviter les angles morts. Il faut éviter d'être pris par surprise. Il faut éviter les fausses représentations. Donc c'est vrai que ce que tu disais, c'est vraiment intéressant. On va faire des économies. On a l'impression que DIRCAB, c'est un truc un peu gadget. Ça, c'est des représentations sur lesquelles c'est vraiment utile que le collectif, votre liste, se mette d'accord le plus avant pour éviter les incompréhensions entre vous. J'espère que je ne vais pas être trop directe en le disant comme ça, mais il ne faut pas recruter quelqu'un qui était sur la liste et qui n'a pas été élu. Enfin, en gros, parce que quand même, il y en a beaucoup. Pour moi, quand on est CAB, on n'est pas élu. Et alors, pour le coup, à la région où j'étais avant, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans les CAB et élus à côté ou qui veulent être élus à côté. Pour ma part, c'est incompatible. On est l'un ou on est l'autre, dans la posture. Mais on n'est pas les deux. Et donc, déjà, de ne pas recruter un CAB qui est élu ou de ne pas recruter un CAB qui a voulu être élu et, je sais pas, il était sur la liste, il n'a pas été élu, l'autre consolation, on va te prendre avec nous, Vraiment, c'est pas une bonne idée. Merci beaucoup pour ces conseils précieux. Bon appétit.